Les invités de Lise Gutmann. Radio J. Voilà, et ce matin, ainsi que je vous l'annonçais précédemment, j'ai l'immense plaisir d'accueillir dans le studio de Radio J messieurs David Reinhardt, Arié Bensemoun, et normalement nous devrions être en ligne également, en visio, nous y sommes, avec Ben Rosenblum, photographe. Bonjour Ben, bonjour Arié, bonjour David. Bonjour. Alors merci d'être avec nous pour évoquer avec nous le manifeste contre l'effacement d'un crime, 7 octobre. Je montre le livre à l'antenne qui vient de paraître il y a juste quelques jours aux éditions David Reinhardt. Et ce livre que vous allez nous présenter va faire l'objet d'une grande manifestation à Paris qui se tiendra le 3 juillet à la Mutualité à 20h30 je crois. Et Arié, vous allez nous expliquer. Pardon, à 19h, pardon. Oui, mais le temps qu'on s'installe en général, voilà. Non, 19h, magnifique. On va tenir le timing. Et donc, ce livre est né en fait sous la réflexion et l'impulsion de Guy Bensoussan, Sarah Feinberg, vous-même David, et on va expliquer tout cela. Alors, David, je vous laisse la parole peut-être pour présenter Arié. Eh bien, Arié Bensemoun, je pense que tout le monde le connaît. Oui. C'est le président d'Elnet France. C'est ça, Arié. Directeur général. Directeur général, et qui est un des piliers grâce à qui nous persévérons dans notre être. Alors, quelques mots. Elnet, rappelez aux auditeurs, Arié Bensemoun. Une jolie présentation de David Reinhardt. Oui. Elnet est une organisation internationale qui œuvre au renforcement des relations entre les pays européens et Israël et qui se préoccupe de questions stratégiques, politiques et diplomatiques. Et le travail que nous faisons avec David, en l'occurrence, à l'occasion de cette grande soirée qui aura lieu à la Maison de la Mutualité le 3 juillet, s'inscrit dans le cadre de nos programmes de public diplomatie publique, pour expliquer aux sociétés, à la société française, ce qui malheureusement est à l'œuvre dans la société, ce qui s'est passé le 7 octobre et quelles sont les conséquences de ce 7 octobre, non seulement en Israël, au Moyen-Orient, mais également comme on s'en rend compte aujourd'hui en France et en Europe. Voilà. Alors, David Reinhardt, comment est né le projet de ce livre? Et ensuite, on parlera de l'événement. Écoutez, après le 7 octobre, on s'est demandé comment être fidèle aux morts, quelle est la vraie piété envers ces morts. Tout de suite, les morts de juifs ont été engloutis par la guerre à Gaza. Martin Gozlan, dans le livre, dit que le sang juif sèche plus vite que les autres, et c'est vrai que voilà, on a voulu faire un livre de deuil, mais pas que. Bon, d'abord, chaque livre... Moi, je vois ça pas du tout comme un livre de deuil. Oui, voilà. Je m'excuse, je vois ça comme un livre de lutte. Exactement. Et de mémoire. C'est pas un livre de deuil. C'est ce que j'allais dire. Oui. Je disais un livre de deuil dans la mesure où on voulait que soit possible de réciter le Kaddish pour chaque victime. Oui, ça c'est autre chose. Dont, si vous voulez, il y a une effraction de la Shoah dans le temps présent. Et très vite, si vous voulez, les génocidés sont devenus des génocideurs. Et c'est très important quand même d'essayer de briser le mensonge, de briser aussi notre solitude. Donc, il s'agissait premièrement de pouvoir réciter le Kaddish. Donc, chaque livre porte le nom d'une des victimes. Oui, alors ça, c'est un tour de force. Un livre, un nom. Celui que j'ai sous les yeux, c'est le livre à la mémoire de Tal Shalev. Mais chaque livre a le nom d'une autre victime. Et quand on ouvre le livre, là, par exemple, Tal Shalev, 34 ans, avec son père David, tué dans le kibbutz qu'ils aimaient à Niroz. Donc, c'est un bel hommage à chaque fois, mais ce n'est pas pour autant, on est d'accord que c'est un livre de deuil. Je voudrais passer la parole à Ben Rosenblum, qui est photographe, qui est avec nous. Ben, vous avez fait les photos. Enfin, vous avez, oui, les photos du livre, c'est vous. Les photos sont en noir et blanc. Expliquez-nous un peu comment vous avez vécu les choses et pourquoi ces photos en noir et blanc.
Ben écoutez, ça c'est des photos qui ont été prises en majorité dans le cadre des délégations Elnet, justement, lors de la venue de députés européens sur place. La photo de couverture, pour le coup, c'est une journée qu'on a passée ensemble avec Arié, avec une délégation de sénateurs et d'écrivains qui sont arrivés sur place dans les kibbutzim. Oui. Euh, Pourquoi le noir et blanc? Ben écoutez, parce que c'est la première fois, enfin c'est comme ça que je l'ai vu en tout cas, c'est la première fois que on a un crime à visée génocidaire avec autant de preuves en couleur et avec autant de gens qui essayent de le nier ou qui essayent de le justifier. Oui. Et donc, en ayant nous tous grandi et en ayant tous été éduqués malheureusement aux photos en noir et blanc de la Shoah de 1940 et des années avant et après, je me suis dit qu'il était peut-être intéressant de répondre à ceux qui nient les photos en couleur et qui nient l'atrocité des photos en couleur et des vidéos que les terroristes avaient sur eux. Il était peut-être temps de répondre par des photos en noir et blanc pour leur rappeler que la Shoah de 1923, du 7 octobre 1923, c'est une Shoah comme celle qu'on a malheureusement vécue il y a 80 ans. Donc ça, c'était une des premières raisons. La deuxième raison du noir et blanc, c'est que il n'y a pour moi pas de justification. Et quand on essaie d'apporter de la nuance dans un débat pareil, à savoir s'il y avait une raison derrière ces meurtres et ces crimes, il y a un vrai souci. On le voit aujourd'hui dans la société française, par exemple. Oui. Donc pour moi, c'est le combat entre le bien et le mal, donc entre le blanc et le noir. Au-delà de ça, il y a aussi le grain. Comme l'a dit David, on a en fait cette possibilité d'avoir entre les mains la responsabilité d'un kaddish qu'on peut faire pour cette victime. Et donc, c'est comme si un peu on avait ces gens entre les mains, cette responsabilité de leur cendre. C'est pour ça qu'on a cet effet cendré des photos. Et pour terminer, évidemment, un petit côté positif, entre guillemets, je mets plein de guillemets, mais il y a le côté de l'ombre à la lumière, parce qu'on est un peuple de lumière, et c'est notre devoir de continuer, de perdurer malgré cette horreur. Eh bien, oui, je trouve que ce que vous nous dites est plus qu'émouvant et tellement symbolique de ce qu'on trouve dans ce livre. Donc, vous serez avec nous le 3 juillet. Vous êtes franco-israélien ? Franco-israélien, mais en Israël depuis 2006, juste après Ilan Halimi. D'accord. Et donc, oui, ça a beaucoup marqué. Ça a marqué tout le monde, mais votre génération encore plus. Alors, je voudrais donner la parole à Arié Ben-Semoun. C'est vous qui avez organisé, entre autres, avec toutes les équipes, bien sûr, ce qui va se passer à la Mutualité le 3 juillet. Est-ce que c'est plein? Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui s'est inscrit. Et je voudrais juste rappeler que quand on s'inscrit, on vient. Alors, c'est un événement gratuit, bien sûr, dans lequel on pourra se procurer le livre. Et se procurer le livre, c'est soutenir. David, Arié, que va-t-il se passer? Parce qu'il y a 80 témoignages dans le livre. Oui, il y a 80 témoignages dans le livre et nous avons sollicité un certain nombre de ceux qui ont écrit dans ce merveilleux manifeste contre l'effacement du crime du 7 octobre pour qu'ils viennent aussi intervenir dans ce très important meeting qui va donc avoir lieu à la Mutualité pour parler de cet effacement, d'abord du crime lui-même, du 7 octobre, parce qu'il faut toujours revenir au 7 octobre, toujours rappeler ce qui s'est passé le 7 octobre, parce que justement, le principe, c'est que l'on veut oublier. C'est d'en faire un non-événement. Et pourquoi veut-on oublier ? Et pourquoi y a-t-il ce travail d'effacement, de négationnisme que l'on a connu pour la Shoah, mais qu'on a connu tardivement, c'est-à-dire cela a pris du temps. Là, le crime, le sang était encore humide, n'était pas séché, que déjà certains se sont attachés à nier les évidences. L'évidence, oui. Que déjà le Hamas lui-même, les terroristes eux-mêmes, ont voulu célébrer, parce qu'ils ont pris eux-mêmes les films avec les fameuses GoPro qu'ils avaient sur eux, et ils ont posté instantanément sur les groupes WhatsApp et les réseaux sociaux pour assumer, pour affirmer qu'ils étaient en train de perpétrer le plus grand des massacres qu'ils se pouvaient concevoir. Et par conséquent, on est là, pris de sidération face au crime lui-même, mais également face à cette volonté de l'effacement du crime, de la négation de ce qui s'est passé. Et la première question qu'il faut poser, et ce livre d'une certaine manière,
en abordant cette question de l'effacement du crime, pose la question pourquoi ? Pourquoi était-il si important et toujours tellement important de dire que tout ça ne s'est pas vraiment passé, pas comme on le dit, pas au niveau où les gens peuvent le raconter. Il y a ce doute finalement, le doute sur les témoignages. Le doute face à l'horreur. Le doute face à l'horreur. Et ce doute-là, eh bien, on va voir à quel point il est important aujourd'hui encore. Juste peut-être rappeler Lise, que l'effacement, finalement, l'effacement du crime permet d'effacer les victimes. Bien sûr. Voilà pourquoi c'est très important. Ça fait partie de ce massacre. Absolument. Et de ce début de Shoah. On efface les victimes. Effacer les victimes. Voilà pourquoi c'est tellement incroyable d'avoir fait un livre où le nom de chaque victime est rappelé sur chaque livre. Un livre. Ça, j'ai du mal à me remettre tellement je trouve ça exceptionnel. Un livre, un nom. David, qui connaît un peu la valeur des mots, sait très bien qu'un livre en hébreu se dit Sefer, et qu'un nom se dit Shem. Et Shem et Sefer, ça a la même valeur numérique en Gematria, 340. Ça veut dire qu'un livre, c'est un nom, c'est un livre. Chaque vie est un livre qui reste toujours à écrire, sauf quand malheureusement on veut effacer les noms. Juste, je voudrais rappeler que Georges Bernanos disait au lendemain de la Seconde Guerre mondiale que Hitler avait, par les massacres qui ont été perpétrés par la Shoah, déshonoré l'antisémitisme. Et puisque l'antisémitisme est déshonoré, alors il faut effacer le crime. Mais bien écoutez, c'est exactement ce qui s'est passé le 7 octobre. Les terroristes du Hamas et leurs alliés ont déshonoré ce qui est encore resté d'honneur de la fameuse cause palestinienne. Et bien pour le monde, c'est impossible que cette cause disparaisse parce que, comme le disait Vladimir Yankelevitch à la fin des années 60, la cause palestinienne, la détestation d'Israël, l'antisionisme, c'est ce qui permet, après le déshonneur de l'antisémitisme, aux nations, au monde, de continuer à détester les Juifs pour de, entre guillemets, bonnes raisons. Donc, effacer le crime, effacer les victimes, effacer les criminels pour pouvoir retourner la charge de la preuve contre Israël et dire que finalement tout ça, c'est la faute des Israéliens, de l'occupation, de la colonisation, de l'apartheid, du génocide et de toutes ces monstruosités que l'on a évidemment inventées. Donc le 3 octobre, ça va être... Le 3 juillet, ça va être une façon de dire non en lettres de feu. Et c'est d'ailleurs là-dessus que vous avez communiqué. Alors dites-nous quand même ce qui va... Le temps passe très vite. À quoi on va assister dans ce meeting du 3 juillet? Alors le meeting du 3 juillet, ce n'est pas une conférence de plus. Non. C'est un meeting de combat. Un événement historique. Un événement qui va marquer les esprits, d'abord parce que, et nous ne l'avions pas prévu et nous ne l'avions pas voulu, il va se dérouler... vous avez quand même pris la mutualité et d'un coup, je crois qu'il y a 2000 inscrits. Déjà, on peut continuer à s'inscrire. On peut continuer à s'inscrire, mais pas longtemps. On va clôturer les inscriptions à la fin de la semaine. Et vraiment, on espère pouvoir accueillir le plus grand nombre de personnes possible. Mais donc c'est déjà en soi, parce que le meeting existe et parce que les gens ont répondu présent, c'est déjà en soi un succès avant d'être le succès que nous espérons. Un meeting de combat, disais-je. Alors oui, la mutualité. On a vu grand parce que l'idée de cet effacement du crime nous est apparue tellement incroyable que lorsque nous avons parlé avec Sarah Feinberg et David Reinhardt, on s'est dit mais oui, mais c'est ça, c'est exactement ce qu'il faut faire. On ne savait pas qu'il y aurait une dissolution, on ne savait pas qu'il y aurait des élections et nous avons quand même choisi la mutualité, ce haut lieu du débat et de la résistance symbolique. Et de la résistance symbolique française. Et c'est d'abord parce que la date, on ne l'a pas choisie, mais c'est ainsi. Meeting de combat où il va y avoir beaucoup de témoignages. D'abord, des personnes qui ont écrit dans le merveilleux livre publié par David Reinhardt. Il y aura d'autres intervenants. Alors, parmi les intervenants, on a dit Abnous Chalmani, Emmanuel Vass, Michel Houellebecq, Alain Finkielkraut, Imam Chalgoumi, Père Desbois, Michael Prazan, Emmanuel Navon, Yanis. Oui. C'est un on plateau. Peut pas donner. C'est un plateau énorme. Incroyable. Oui. Le livre est incroyable. La conférence, le meeting va être incroyable. Et puis, nous avons ajouté quelques ingrédients importants pour relever encore un peu, s'il était possible, mais peut-être que ça l'est, avec d'autres invités. Pour la première fois, nous aurons en France Mossab Hassan Youssef, qui est le prince vert, le fils du fondateur du Hamas, qui mène un combat
incroyable pour la défense d'Israël et du peuple juif, pour la vraie paix, celle qui va consister non pas à mentir et à vouloir détruire Israël, mais à organiser la coexistence pacifique entre tous les peuples du Moyen-Orient. Nous aurons bien sûr pour sa première intervention, grande intervention publique, le nouvel ambassadeur d'Israël en France, M. Yoshua Zarka, et nous aurons une personne qui est chère à mon cœur, qui s'appelle Ayelet Lévi, qui est la maman de Nahama Lévi, otage du Hamas. Toujours difficile pour moi d'aborder ces questions-là parce qu'elles sont tellement... c'est une plaie ouverte. C'est une plaie ouverte, oui. Et donc vraiment important d'avoir le témoignage d'Ayelet qui se bat pour la libération de sa fille, mais qui se bat pour la libération de tous les otages qui sont encore entre les mains du Hamas, et que eux aussi veulent être effacés, eux aussi veulent être oubliés, parce que ça rappelle le monde à sa mauvaise conscience. Et le monde n'aime pas avoir mauvaise conscience, et elle cherche en permanence à se trouver des explications, des justificatifs, et malheureusement, on le voit bien aujourd'hui, ces otages ont besoin qu'on pense à eux tous les jours. Bien sûr. Et donc, au cœur de cette manifestation, au cœur de ce meeting de combat pour dire non à l'effacement des crimes, non aux extrémistes, non aux islamistes, non à la haine des juifs, eh bien, nous aurons ce témoignage tellement fort de quelqu'un, Ayelet Lévi, elle est entre deux mondes, entre la vie et la mort. On ne peut pas vivre avec ça. Non, on peut pas. Et on se réveille le soir, on se couche le soir, on meurt au sens propre, on se réveille à la vie en espérant à nouveau que les choses vont s'arranger. Et puis le soir, on arrive et les choses ne se sont pas arrangées et on meurt à nouveau. C'est terrible. C'est une expérience que j'ai vécue en Israël, puisque j'étais le 7 octobre en Israël avec ma famille. J'ai accompagné la première délégation de parlementaires, c'était des Français qui sont allés la même semaine en Israël, et nous étions dans le sud et nous avons traversé cette vallée de la mort de ces kibboutz qui ont été décimés. De ce festival et puis, aussi. Et de ce festival. Et on a ressenti la douleur de ceux qui sont morts, et on s'est dit, on a vu le pire. Et puis en arrivant à Tel Aviv, nous avions prévu avec Ben et toute l'équipe d'Elnet en Israël, une rencontre avec les familles des otages. Et bien ce jour-là, Lise, j'ai compris qu'il y avait pire que la mort. Il y avait l'attente du retour de celui qui nous manque. C'est quelque chose qui est indicible. Et c'était l'état c'est exactement ce qu'ont vécu de nombreuses familles juives après la Seconde Guerre mondiale. Oui. Je voudrais donner la parole à Ben. Ben, très vite, qu'est-ce que vous espérez de ce 3 juillet à Paris, de ce meeting ? Écoutez, qu'est-ce qu'on espère à ce stade ? Faire passer un message qui reste sur le long terme, et pas seulement une énième soirée. Je sais que le fait que ce soit fait sous cette houlette de Arié, via Elnet, Agir Ensemble, etc., je sais que ce sera pas une soirée lambda. C'est la raison pour laquelle on y participe et qu'on y travaille très durement. Mais en effet, c'est vraiment une soirée historique, et j'espère que ce sera vraiment marqué comme on espère un tournant, et que le message passe, le message que Arié vient de faire passer. Exactement la même chose, mais par des gens de tous bords, en fait, des gens qui croient à la même chose, et la seule chose à laquelle il faut croire, et tous ces gens qui viennent ce soir-là, c'est des gens qui viennent de tous bords, mais qui croient à cette chose-là, qui est que ce jour-là, on a attaqué l'humanité. Oui, c'est vrai. Alors, je vais passer la parole également à David Reinhardt. David, vous vous êtes donné un mal fou depuis plusieurs mois. Nos auditrices et nos auditeurs vous connaissent, la revue des revues avec David Reinhardt dans le 10-11. Vous avez travaillé d'arrache-pied et vous continuez jusqu'à n'en pas dormir la nuit. Et l'aboutissement, c'est ce livre que je remontre à l'antenne, 7 octobre, Manifeste contre l'effacement d'un nom. C'est cette soirée... Oui. Pardon ? D'un crime, pardon. Mais c'est un lapsus intéressant. Oui, c'est parce que je sais que le nom, c'est important pour vous. Cette soirée, donc, du 3 juillet, qui va être très, très importante, qu'est-ce que vous en attendez ? Écoutez, j'attends d'abord, il faut qu'on serre les rangs, nous, Juifs des France, qui aimons, et les Juifs du monde entier, qui aimons la vie, pour briser d'abord la solitude. Et vraiment, je conjure tout le monde pour que on laisse pas le narratif palestinien faire une OPA sur l'espace public. Donc vraiment, à Arié, c'est merci un million de fois, Arié Ben Semoun, parce que, et Guy Ben Soussan, vous savez, il y a un film... Oui, on peut pas citer tout le monde, oui. Mais il y a un je vous en prie. Il y a un film de Woody Allen
qui s'appelle New York Story. Oui. Où il y a la mère juive qui surplombe. Oui, sur New York voilà, et qui est au-dessus. Et qui suit tout le monde. Oui. Et qui suit le personnage depuis le ciel, qui suit ses faits et gestes. Oui. Et j'imagine parfois le surgissement inopiné, par exemple, de ma famille qui a été déportée à Auschwitz, qui me regarde du haut de son nuage. Ah oui. Et je pense aujourd'hui qu'il faut que quand on regarde derrière le nuage, parce qu'ils sont venus les rejoindre, les 1160 victimes du 7 octobre, et qu'on comparait devant l'escorte secrète de ces fantômes, venez parce qu'il ne faut pas qu'on rougisse. Voilà. Ouais, ils sont avec nous et on est avec Arié, eux. Merci beaucoup. De nous permettre de merci et de bravo à Arié Ben Semoun, à Ben également qui est avec nous en Israël et qui va, Ben Rosenblum, et qui va nous rejoindre, qui est le photographe du livre. Merci à David Reinhardt et à tous les participants. Alors, je vais redonner donc toutes les coordonnées. Agir ensemble pour la République, le meeting pour dire non, Maison de la Mutualité. Ce sera le 3 juillet à 19h. Merci de l'avoir rappelé. 24 rue Saint-Victor. Et on ne rentrera que si on s'est inscrit. Je l'ai fait, c'est très simple. On imprime et on vient avec le papier ou alors avec son portable. Pour s'inscrire, on va sur www.agirensemble.org et on pourra bien sûr acheter le livre 7 octobre parce que vraiment c'est une excellente façon de soutenir toutes vos actions, tout ce que vous réalisez. Merci d'avoir été avec nous. Merci Lise. Et on se retrouve Merci. tous le 3 juillet à la Mutualité à 19h. Merci Ben, au revoir, bonne journée en Israël. À vous aussi.